Salut à tous, c'est Bismart. Je vous le disais hier, on va pas mal parler de macroéconomie là, durant cette semaine et on démarrera avec Jean-Pierre Petit. Il y a pas mal de questions et notamment celle de savoir si on rentre dans un nouvel environnement quand même, avec ce qui s'est passé à la fin de la semaine dernière autour des taux d'intérêt aux États-Unis. Jean-Pierre est là, il suit ça comme le lait sur le feu. Et donc, il va nous raconter tout ça. Évidemment, toujours nos aventures d'innovation. Tiens, d'ailleurs, alors c'est une invitée que je vous ferai découvrir. Une jeune femme incroyable, entrepreneuse de génie que je suis depuis sans doute 10 ans et qui depuis 10 ans se bat justement sur une innovation de rupture. C'est toute la difficulté d'imposer cette innovation et là, c'est pour ça qu'elle est là. D'ailleurs, elle m'écrivait que peut-être que le Covid a eu finalement raison de son combat et qu'elle n'y arrivera pas. Enfin, en tout cas, elle dit qu'elle est maintenant en mode survie. Mais vous allez voir ça, c'est autour de la chaussure, c'est autour des talons de chaussure. Enfin, je vous raconterai ça. Et puis on terminera avec le patron d'EY. Le patron d'EY en France, à nouveau, on repart dans le processus auquel Bismart est associé sur l'entrepreneur de l'année. C'est parti, c'est Bismart. Et donc on démarre avec Jean-Pierre Petit. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Donc je l'ai dit, parle-moi comme un enfant de 2 ans, parce Absolument. que là on va rentrer dans des complexités que je veux absolument saisir. Non, c'est important. Je crois que là pour le coup, l'ensemble de ceux, j'en sais rien, direction financière, là, ils ont vu ce qui s'est passé. On leur serine depuis mais des mois et des mois. Ne vous inquiétez pas sur les taux d'intérêt, il ne se passera rien. Et boum, il y a un petit sursaut. C'est pas énorme non plus, mais il y a un petit sursaut aux États-Unis qui tout à coup met le feu, comme si tout le monde s'inquiétait. Donc est-ce qu'on rentre dans un nouvel environnement? Comment est-ce que tu vois la situation, Jean-Pierre? On entre dans un environnement qu'on appelle reflation. C'est-à-dire qu'on part de situations où il y avait des pressions déflationnistes très fortes, c'est-à-dire des niveaux de prix très très bas, des hausses de prix très très basses à cause des pressions de Covid, qui étaient fondamentalement des pressions sur la demande, donc l'inflation était très très faible. Et puis là, grâce à l'amélioration de la gestion de Covid, les perspectives du vaccin et surtout les plans de relance budgétaires qui ont déjà été votés et qui vont être votés, il y a un mouvement dit de reflation, c'est-à-dire qu'il est normal que les marchés anticipent une croissance non seulement réelle, plus élevé, c'est en volume, quoi, la croissance, ce qu'on appelle la croissance économique, normal, mais un niveau d'inflation un peu plus normalisé, plus élevé. Donc, la croissance nominale plus élevée, voilà ce que ça veut dire. Et du coup, tu as des taux d'intérêt qui sont passés d'environ 0,60, 0,65% pour le 10 ans américain, qui est le benchmark mondial. Et aujourd'hui, on est proche de 1,50. Enfin, hier, on était à 1,45. Mais ça fait un sacré choc quand même, enfin, ça fait un petit... Si je t'avais dit, il y a... 2 fois 6, ça fait 12, quoi, tu vois, c'est un doublement du truc, si quoi. Je t'avais dit, il y a 5 ans, que les taux d'intérêt, ou 10 ans, que les taux d'intérêt seraient à 1,50 dans 10 ans, tu m'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce charlot? Ouais, tu sais d'où on vient? Tu sais d'où on vient? Non. Ça fait 40 ans qu'il baisse. J'ai appris d'un truc de Jean-Pierre Petit, moi. Bah, le problème, c'est pas les niveaux en soi. Le problème, justement, c'est d'où tu viens et à quelle vitesse tu y vas. Ah, c'est une bonne remarque. Et quand tu doubles... Oui, non, mais tu fais plus que doubler les taux d'intérêt du T-bonds, donc de la dette à 10 ans de la première puissance économique mondiale. Bien sûr. Il se passe quelque chose. Oui, surtout pour un gérant obligataire, par exemple. C'est très compliqué. Voilà. Pour la macroéconomie, alors, tu as tout à fait raison. D'abord, première chose, premier élément clé, la soudaineté du processus. On se souvient, alors je ne sais pas si tu étais là, mais en 87, je ne sais pas si ça te dit. Non. Alors, depuis 40 ans, les taux d'intérêt baissent, mais de temps en temps, il y a des grosses corrections obligataires. En 87, il y avait une correction obligataire de 3,5%, ce qu'on appelle 350 points de base, sur 86-87, et ça a amené le grand krach boursier, parce que tellement les taux sont remontés vite. Donc ça a été très puissant. D'octobre 86. D'octobre 87. D'octobre 87. Le lundi noir du 19 octobre. Absolument. Et puis un peu plus près de nous, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, le krach obligataire de 94. Celui-là, oui. 300 points de base à peu près sur moins d'un an. Donc ça avait été soudain. Voilà, ça avait été soudain. Premier élément, soudaineté. Alors là, je veux bien admettre que effectivement, par rapport au très bas niveau qu'on avait l'automne dernier, c'est assez soudain. Après, il y a la cause de la hausse des taux. Si la croissance économique, les perspectives économiques normales ne s'améliorent pas et que c'est juste dû à un resserrement monétaire, alors ça, en général, c'est pas bon signe. Ouais, c'est ça. Notamment pour les marchés d'actifs risqués. Ouais, c'est ça. Et on se souvient de la dernière grande correction obligataire générée par un choc de politique monétaire, c'était il n'y a pas longtemps. C'était en 2018. Tu as eu 2 corrections, en janvier-février, puis en septembre-décembre, dont la deuxième très sévère, où l'une des causes, il n'y a pas que ça, mais l'une des causes, c'est le resserrement monétaire, de la hausse des taux, qui dépasse à un moment donné les 3%. Donc resserrement monétaire, ça veut dire les banques centrales, en l'occurrence la Réserve fédérale américaine, qui
ralentit le rythme de la planche à billets. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah non, qui fait plus que ça, qui relève ses taux même. Qui relève ses taux. Elle avait déjà commencé péniblement avec beaucoup d'hésitation en décembre 2015, et là elle reprend à partir de 2017, et en 2018 elle continue. Et tu as raison, elle resserre en plus le bilan. Alors donc elle resserre les conditions monétaires, alors que la macro commence à plafonner, voire baissoter un petit peu. Alors ça, le marché n'aime pas du tout. Voilà. Donc la et cause... il a raison pour le coup, le marché n'a pas aimé ça du tout. Parce que c'est... Bien sûr. Et dernier élément, il y a quand même le niveau des taux. C'est Jean-Claude Trichet 2008, ça, ce que tu me décris par exemple. Oui, voilà. C'était moins pire, mais quand même, parce que c'est quand même difficile de faire aussi pire que la BCE en 2008-2012, mais enfin quand même. Et il y a le niveau des taux, parce que c'est lui qui détermine la prime de risque quand même. Hein. Oui, bien sûr. Bon, mais voilà. Alors là, en fait, là aujourd'hui, la cause c'est une hausse saine. C'est ça que tu nous expliques. Absolument. Voilà. Et d'ailleurs, depuis 1998, c'est là où on voit la corrélation, toutes les corrections obligataires sur la durée de la correction obligataire, une hausse des taux d'intérêt longs, d'au moins 80 points de base, ça c'est moi qui le définis, eh bien, durant cette période, il y a toujours une hausse du marché action. Donc elles sont corrélées positivement. Parce que le plus souvent, c'est un choc réel. C'est-à-dire c'est une amélioration. Non, mais je comprends. Voilà. Toi, tu me réponds marché action et c'est normal. Oui. Moi, je me mets dans la tête des directions financières qui se sont quand même en partie couverts de dettes. Alors oui, il y a des masses de liquidités en face, etc. On l'a déjà beaucoup décrit, mais enfin quand même. Eux, c'est pas le comportement du marché action qui vont regarder. C'est savoir si ils sont en train de rentrer dans une spirale qui pourrait à un moment faire que leur dette leur coûte beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient anticipé. C'est très important. Ceci étant, les taux d'intérêt en Europe ne suivent plus aussi fortement qu'avant les taux d'intérêt américains. On va parler de l'Europe, mais restons sur... Si les directions financières européennes, elles sont quand même principalement déterminées par le Bund. Voilà. Et le Bund n'a pas autant remonté. Il a remonté un peu, mais la corrélation a chuté. Comme elle avait chuté au Japon début des années 90, quand le Japon était rentré dans sa longue déflation, eh bien, les taux japonais qui avant étaient complètement corrélés aux taux américains, ils se sont décorrélés. Alors, et nous aussi un peu. Restons, alors, on va y aller tout de suite. Alors, tu as raison. Donc, l'Amérique, OK, donc une hausse saine parce que c'est corrélé à une reprise économique américaine, à sans doute une hausse de consommation avec les 2900 milliards du plan de relance. Et une hausse d'inflation. Et donc une hausse d'inflation. Qui est une bonne nouvelle, parce qu'il ne faut pas rester en déflation. Et ce qui fait que les taux réels, alors certes, ils ont un petit peu remonté dernièrement, pour être tout à fait complet avec toi, mais les taux réels restent très très bas. Et c'est eux qui déterminent la macroéconomie. Donc taux réel, c'est quand on ajoute l'inflation. Oui, quand tu déduis l'inflation au taux nominal. Absolument. Voilà. Ou les anticipations d'inflation du taux nominal. Bon, en Europe, là, alors, ma nouvelle copine, là, Isabelle Schnabel, là, qui s'exprime toujours. C'est une meilleure copine pour moi, si tu veux. Ah oui, c'est l'allemande qui est plus française que les allemandes. Elle est formidable. Mais n'empêche que c'est elle qui parle. C'est elle qui parle et qui dit non, mais attendez, si les taux d'intérêt devaient remonter de manière comparable en Europe, nous, on serait pas du tout d'accord avec ça, parce que l'économie européenne, en gros, est pas prête. Et donc, on a encore du carburant pour les faire retomber, si jamais. Oui, c'est ça le... Et je pense que c'est le cas. Tout va dépendre de la croissance qu'on va avoir au deuxième trimestre, tu vois. Les traditionalistes, si les traditionalistes voient que la croissance est plus forte en Europe au deuxième et au troisième trimestre, ils vont dire c'est pas la peine de rajouter, on peut se permettre de supporter une hausse des taux, pas comparable, mais proche de celle des taux américains. Si par contre c'est très hésitant, pour différentes raisons, je pense que la BCE réagira à nouveau pour favoriser un écartement des taux avec les taux américains. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on appelle les spreads, les écarts de taux, parce que c'est bien ce qui se passe depuis déjà de plusieurs mois. Et ça pose pas un problème, ça, macroéconomiquement, justement, cette divergence des taux d'intérêt ? Non. Après, tu peux le jouer sur le dollar. Si tu es gérant obligataire, tu achètes tel ou tel truc. Si tu es gérant action aussi, parce que ça peut avoir des conséquences. C'est plutôt bon pour le dollar et moins bon pour l'euro, c'est ça l'idée ? A priori, oui. A priori, oui. C'est plutôt haussier dollar, en général. C'est complexe. C'est complexe parce que ces configurations de reflation sont aussi favorables aux monnaies qui en bénéficient le plus, c'est-à-dire les monnaies émergentes, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué actuellement. Je dirais que, globalement parlant, pour un gérant, les choses sont à peu près claires. C'est-à-dire qu'il va y avoir très probablement le maintien ou l'écartement à nouveau des taux d'intérêt longs américains et européens. Très probablement. Au moins pour les prochaines semaines et prochains mois. Mais donc, ça veut dire, pour l'Europe et pour la zone euro... Là, il n'y a pas de changement d'environnement, en fait. Si. Légère remontée des taux d'intérêt, mais... Oui,
De ce point de vue, oui. Alors, il va y avoir... Tu le vois où, ton changement d'environnement, alors, si tu dis qu'il peut y avoir changement d'environnement? Il y a quand même une remontée des taux. Le taux à terre passé un petit peu au-dessus de zéro. Ça va pas être extraordinairement différenciant aujourd'hui. Mais si tu as je pense qu'il va quand même y avoir une amélioration macro au T2 en zone euro. Hein. Parce que tu as la reprise mondiale et puis tu as la campagne de vaccination qui est très en retard, mais elle va commencer à impacter probablement pas au deuxième trimestre, ça fait avril, mai, juin. Ah ouais, avril, mai, juin, mais sur la moyenne avril, mai, juin, tu peux avoir une croissance à 2 chiffres en zone euro. Ah oui, en annualisé bien sûr. Hein. En annualisé. D'accord. Une croissance à 2 chiffres en variation séquentielle. Donc croissance à 2 chiffres en annualisé, ça veut dire tu penses 3-4% quoi, de croissance sur le trimestre. Ah oui, c'est tout à fait envisageable. Voilà. Et donc il va y avoir quand même un mouvement de reflation aussi. Bon, il va y avoir des chiffres d'inflation qui vont remonter aussi un petit peu. Rien que les effets de base, si tu veux. Le pétrole, il y a un an, il tangentait les $20. Donc tu as un effet de base sur l'inflation générale. Les métaux industriels, les matières premières agricoles, c'est pareil. Et puis en plus, il y a la hausse de la TVA allemande. Tu vois, tu as des éléments techniques. Ils ont changé les pondérations des... Oui, parce qu'il faut le dire d'un mot, les Allemands avaient baissé temporairement leur TVA pour servir de plan de relance. Moyennant quoi, ça n'a pas marché du tout d'ailleurs. Ça a confirmé... Ça n'a pas été extraordinaire. Je trouvais que c'était pas mal comme mesure, mais en fait non. Voilà, donc quand l'âne n'a pas soif, il ne boit pas. Tu as des petites tensions aussi sur le fret maritime mondial. Non, mais alors, je voulais te parler de ça aussi, parce que tu dis petite tension. Moi, les échos que j'ai, c'est des très grosses tensions sur le fret maritime mondial. C'est des très grosses tensions sur les matières premières. C'est un peu corrélé au Roaring Twenties que tu nous avais apporté avec la une de The Economist, qu'on a ressorti d'ailleurs hier. C'est-à-dire ces années folles et cette super croissance de l'année 2021. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir qu'il y ait le carburant pour la nourrir. En termes de matières premières, en termes de fret, en termes de... Tu vois, sinon... C'est un mouvement de reflation. Sauf que là... Oui, mais sinon, ça peut faire pchit, quoi. Si, pour le coup, la demande... Ça ne va pas faire pchit. Et les tensions qu'on observe sur le fret maritime, sur le fret aérien même également, c'est lié à la désorganisation quand même, qui était un choc un peu spécial. Il y a un choc exogène complètement inédit. Hein, donc voilà. Et ça va se remettre en route. J'ai pas trop de doutes. Il va falloir quelques mois. Voilà. Mais ça va pas avoir une grande incidence sur les prix à la consommation chez nous. Voilà. Ça, je ne m'inquiète pas. D'ailleurs, les modèles économétriques qui ont été faits sur les liens entre les prix à la production ou les prix à l'import et les prix à la consommation. Tu vois tout bêtement cette histoire de semi-conducteurs là sur l'industrie automobile. Bloomberg vous dit c'est 60 milliards de dollars d'impact sur l'industrie automobile. C'est pas anodin, ça, quand même, Jean-Pierre, comme impact. C'est pas anodin, mais c'est, sur le plan macroéconomique, compensé par les meilleures perspectives de demande. C'est ça qui... D'accord. Donc la croissance réelle peut supporter ces hausses de prix. D'accord. Voilà. Donc c'est comme, si tu veux, la différence entre un choc pétrolier par la demande, c'est-à-dire que la demande augmente, donc le prix du pétrole augmente, et un choc par l'offre, quand les pays producteurs coupent pour des raisons... Là encore, ça te semble assez sain, quoi. Pour résumer, ça te semble assez sain comme fonctionnement. Mais pour les marchés de capitaux, il y a quand même des effets de seuil qu'on ne connaît jamais ex ante. Et quand tu franchis des niveaux de taux, il y a un moment donné où les anticipations vont changer. C'est-à-dire que le taux va être un peu trop élevé par rapport aux anticipations des marchés. Le marché peut baisser à ce moment-là. Personne ne le connaît vraiment, ce seuil, avant. Mais disons qu'on commence à rentrer dans des zones un peu plus compliquées pour les marchés d'actifs risqués. Voilà. Dernier mot. Ça ne m'empêche pas de penser que les perspectives de demande sont tellement fortes, grâce à la relance Biden, grâce à toute une série de choses, et le vaccin, bien évidemment, que ça va largement compenser les effraits, les tensions que tu évoquais juste à l'instant. Oui, mais ça, donc, pour moi, les marchés restent haussiers. Voilà. Mais il va y avoir des tensions. C'est ta vision marché-action. Voilà. Moi, c'est la vision activité économique qui m'intéresse. C'est lié, si tu veux. Ouais, parce que non, mais il y a des décalages, parce que le marché n'arrête pas de... Il peut y avoir des décalages. Avec 5-6 mois d'avance, mais si Dieu... Non, je reviens sur nos histoires de taux d'intérêt. À la fin des fins, on retombe sur notre bonne vieille dette, là. Celle que tu veux annuler, tout ça, machin, etc. Je ne suis pas tout seul, apparemment. Apparemment, je ne suis pas tout seul. T'as vu comment t'es entouré, quand même. Et alors, à un moment. Des gauchistes. Mon gars, là, t'étais quand même à front renversé sur cette histoire. Je m'en fous. Oui, ça, je sais que tu t'en fous, mais enfin, ça devrait te faire réfléchir. Non. Bon, pardon, en tout cas, si vous suivez nos discussions, discussions avec Jean-Pierre sur l'annulation de la dette. Ça me fasse réfléchir, mais ça ne change pas ma position. Mais en tout cas, il n'y a pas de crainte de tension particulière, parce qu'on va encore lever, j'en sais rien, 250 milliards sur l'année. Non, mais je vais répondre très directement. Et très rapidement, parce qu'on est au bout. Très rapidement, parce qu'on est au bout. Si jamais les taux montent trop vite ou trop fort, qu'est-ce qui se passe ?
tu auras des problèmes de soutenabilité de dette. Les institutions financières dans le monde sont gorgées d'obligations souveraines. Donc elles vont perdre de l'argent. Tout le private equity, les actions, tout ça est très sensible au taux d'intérêt. Je ne parle même pas du marché immobilier. Donc tout ça va se renverser. Et donc qu'est-ce qui va devenir quelques mois, quelques trimestres ensuite? Eh bien des perspectives à nouveau déflationnistes et récessives. Et donc les taux vont rebaisser. Ils ne peuvent pas augmenter très fortement. Quant au retour de l'inflation, parce que si jamais il y avait un retour durable et fort de l'inflation comme dans les années 70, alors ça c'est des vieux trucs de Don Quichotte, hein, tu sais, Don Quichotte. Ouais. Les moulins à vent. Ouais. Depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis que l'inflation mondiale baisse, il y a toujours à la fin de cycle ou au redémarrage de cycle, les Don Quichotte. C'est-à-dire ceux qui nous annoncent le retour de l'inflation. Et aujourd'hui, ils sont là, hein, à nouveau là. Avec des arguments intéressants, mais on n'a plus le temps d'en parler, on en parlera la prochaine fois. Non, mais c'est ceux que tu évoquais tout à l'heure, hein, les Allemands, Trichet et tout ça, ils nous parlaient du retour de l'inflation. Non, pas seulement, il y a des choses plus intéressantes, là, sur le vieillissement de la population, la baisse de la force de travail. Mais je sais que tu n'y crois pas. Non. Mais c'est pour ça que je te dis, la baisse mondiale, finalement, de la capacité de travail et de la force de travail, c'est des choses intéressantes qui pourraient expliquer des trends inflationnistes. Moi, voilà. je ne crois pas. Le seul truc qui Mais on n'a pas le temps, on est au bout, là. Alors, vas-y. Les énergies renouvelables, peut-être, parce que le prix sera plus élevé. Absolument. La régionalisation des chaînes de production, simplement ça, je pense que ça va être lissé dans le temps. Donc ça va être absorbé. Donc je n'y crois pas au retour de l'inflation. La globalisation commerciale est toujours là. La désyndicalisation est toujours là. L'automatisation, elle est encore plus là qu'avant. Quelle est la tolérance de nos sociétés vieillissantes à l'inflation? Tu la connais, toi, la tolérance? Va voir les Allemands, va voir les Japonais. Et puis la réponse de toutes les réponses, c'est notre bas de laine. À partir du moment où tu te retrouves avec 200 milliards, ça veut dire que l'argent qui a été mis, il n'est pas dépensé. Donc il n'est pas inflationniste. Et les anticipations des ménages, quand tu regardes les enquêtes de la Réserve fédérale sur les anticipations des ménages, à long terme, elle reste très basse. Bon, on est au bout. Pierre, on est au bout. On en parlera la prochaine fois. Allez, on en parlera la prochaine fois. On continue, les amis. On repart, les amis, on repart avec nos entrepreneurs, les premiers dans l'innovation, mais dans l'innovation absolue, d'ailleurs. Mais oui, parce que, Paul Cassé, donc, avec nous, le PDG de CAPS. Paul, alors d'abord, on va raconter ce que vous faites. Et après, le truc, moi j'ai trouvé ça magique, mais en même temps je me dis, ok, vous êtes trop grand pour inventer des jouets, ou alors faut écrire des romans de Jules Verne. Donc d'abord on va raconter ce que vous faites, on va le voir, parce que voilà, c'est un dessin qui a... Vous pensez, tiens, je citais hier la phrase de Peter Thiel, fondateur de PayPal, etc., qui disait, en parlant de la technologie, on attendait les voitures volantes et on a eu Twitter. Manière de dire, c'est quand même un petit peu déceptif. Voilà. Et plus que ça, d'ailleurs, hein, c'est de l'affrontement entre les gens, en fait. Voilà ce qu'il voulait dire aussi, hein, Peter Thiel. Revoilà les voitures volantes. Qui arrivent à leur tour après Twitter. L'histoire, c'est qu'avec deux associés qui sont passionnés d'aéronautique comme moi, on en a une aussi. Physiciens, hein, vous êtes tous les trois physiciens. De l'ENS. On est École normale supérieure, hein, donc tout voilà. à fait. On a eu cette envie qui est partagée en fait de la voiture volante quand on voit la mobilité urbaine qui est complètement saturée aujourd'hui, et en voyant la technologie des drones qui est un peu notre passion et l'augmentation de la capacité des batteries, de se lancer dans le projet fou de réaliser nous-mêmes notre premier prototype à échelle réelle. Et nous voici 3 ans plus tard avec un projet qui est devenu une entreprise et avec des réalités d'application commerciale. Aujourd'hui, on voit des projets qui fleurissent partout autour de la planète, ce qui n'était pas le cas quand on a commencé. Alors, vous avez un certain nombre de convictions. Et la première de ces convictions, et sans doute la plus importante, c'est qu'il faut qu'il soit abordable, ce voyage en voiture volante. Tout à fait. Oui, comme vous dites, on en a deux. On a deux principales convictions. C'est que si on veut avoir des voitures volantes dans le ciel de nos villes, il faut qu'elles soient discrètes et donc légères et le plus petites possible. Donc on a fait quelque chose de monoplace qui s'est avéré correspondre à la mobilité qu'on a en ville. En fait, on fait 70% de nos trajets quotidiens tout seul, et abordable, donc autonome dans notre vision des choses. À la fois, c'est plus gérable pour gérer une flotte. Ça ne sera pas demain le 5e élément avec des couloirs de voitures volantes au-dessus de nous. Tout de suite arrive le 5e élément. Hein, voilà, tout de suite arrive. Autonome pour pouvoir réduire un peu le coût de la course et en faire vraiment un outil qui soit utile à tout le monde, réintégrer les périphéries dans nos villes. Vous dites 1 € le kilomètre. C'est un prix qu'on vise. On essaie de rester dans le scope du prix d'une course de taxi, en fait. Ah, c'est ça. Ah, ça a été ça le référentiel. Ça vous semble possible? Parce que oui. De ce qu'on voit là, et on va le décrire, et elle fait quelle hauteur la capsule Alors la cabine en soi, elle fait 3 mètres de haut avec 1,20 m de diamètre à la largeur maximum, ce qui donne un sacré volume finalement. Mais gens, oui, c'est ça, c'est quand même... un peu d'espace à l'intérieur. C'est là où je veux en venir. Vous dites énormément de projets foisonnent, etc.
pardon d'employer ce terme, ça me semble lunaire comme projet. C'est souvent l'effet que ça fait. Je dis, ok, c'est génial, ils ont fait des beaux dessins, les gars sont des physiciens, donc ça doit être super sérieux, super bordé, etc. On le verra jamais. Alors, on va le voir pour la première fois dans le ciel de Paris au mois de juin de cette année, avec les premiers essais sur l'aérodrome de Cergy-Pontoise, qui sont des essais, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un appel pour les JO 2024 à Paris, 2 services de taxi aérien à Paris aux JO 2024. Donc, c'est une réalité qui arrive, et les premiers essais sont pour cet été en juin. Et les premières courses commercialisables seront en 2024 pour les JO. Donc, il y a plusieurs villes maintenant qui font des appels à manifestation, Los Angeles, Singapour, certaines qui sont pionnières dans la mobilité aérienne, et nous répondons à cette demande. Mais Paul, j'ai été regarder en préparant cette interview, parce qu'en fait, je n'avais pas le chiffre du nombre de gens qui sont dans les métros, les transports en commun. Alors j'ai pris, oui, non, c'est transport en commun, c'est le STIF, transport en commun d'Île-de-France tous les jours. C'est 2 millions de personnes. Ah oui, mais on ne vise pas à remplacer les transports en commun. Mais non, mais enfin... Comment faire pour que... Pardon, hein, c'est vraiment... Ça m'intéresse, parce que je pense que vous vous êtes posé la question. Donc, comment faire pour que ce ne soit pas anecdotique ? Ça le sera, c'est sur le réseau de taxis. On ne vise pas la mobilité à grande échelle dans un premier temps. Vous n'allez pas en mettre 100 000 de vos... Et puis l'espace en 3 dimensions est tout de suite beaucoup plus important dans l'air que ce qu'on pourrait trouver dans les infrastructures existantes. En fait, le problème qui existe, c'est que déjà presque 50% de l'espace au sol qu'on a en ville, il est dédié à la mobilité et il est saturé. Là, on ouvre la 3e dimension, la dimension des airs, pour pouvoir fluidifier, accélérer et redynamiser un peu les échanges dans nos villes. Mais ça veut dire qu'il en faut combien pour justement que ce que vous venez de dire, ça ait un sens? C'est-à-dire pour que ça ait un vrai effet sur la mobilité en Ile-de-France. Il en faut 10 ou 20 000. Alors ça, ce sera peut-être pas pour demain d'avoir, comme on dit, le 5e élément tout de suite. Au début, ce sera sur des axes principaux, notamment les connexions avec les aéroports, entre les gares. Mais l'avantage de ces aéronefs, c'est que les temps de parcours sont extrêmement réduits. On peut traverser tout Paris en 10 minutes. Ah ça, je vous le confirme, c'est extraordinaire, et donc, ça fait avec moins rêver. d'aéronefs, on peut tout de suite permettre à plusieurs personnes de se transporter rapidement en ville. On ne vise pas du tout à remplacer les transports en commun, ni même le vélo ou les gens qui se déplacent à pied. Nous, notre vraiment ennemi, c'est la personne qui se déplace toute seule au volant de sa voiture sans place. Ouais, je comprends. En émettant en plus de ça de la pollution. Notamment, c'est quoi? C'est Cergy-Pontoise, c'est ça là où vous allez faire vos... Bah voilà, oui, voilà, très très bon exemple. Hein, voilà. Au nord de Paris, là, c'est la 15, hein, c'est ça, je crois. Hein, Cergy-Pontoise, ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est ce genre de trajets qui sont vraiment absolument absurdes quand on regarde la mobilité, et puis le temps que ça coûte aux gens, le stress que ça leur induit, et puis la facture au final avec tous les frais annuels de ce que peut coûter une voiture à entretenir. On peut devenir compétitif. Qui finance ça? Enfin, comment est-ce que vous avez trouvé les financements? Enfin, je peux d'ailleurs vous demander où vous en êtes en termes de financement, c'est-à-dire combien ça coûte à ce stade-là d'aller faire un prototype de voiture volante? Alors nous, on a commencé par la réalisation d'un premier prototype de démonstration qu'on a vocation à démontrer et à exposer lors de salons ou de déplacements comme le Bourget ou ce genre de choses. Nous, on a levé à peu près 100 000 € jusqu'aujourd'hui pour réaliser ce premier prototype. Ce qui reste très raisonnable. Très raisonnable. Alors c'est un prototype de démonstration, il n'a pas vocation à transporter des personnes, même s'il est à échelle réelle. Nous, après, on passe là maintenant à une deuxième phase. On est dans notre deuxième levée de fonds, où on va chercher à lever aux alentours de 4 millions pour pouvoir lancer la création d'un deuxième prototype qui, lui, sera en phase de certification pour, après, une commercialisation. Alors, dans un premier temps, pourquoi pas des commercialisations un peu early stage, en attendant une réglementation favorable, donc des applications industrielles ou touristiques. Dans un premier temps, pour que aussi les gens s'habituent, parce que c'est un changement de mobilité qui a un impact psychologique fort. Il faut que les gens puissent avoir confiance dans la technologie. Mais arrête, on va tous vouloir monter dedans, ton truc. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça me fait très plaisir d'entendre ça. C'est une évidence. Mais c'est une telle évidence qu'on va se battre, en fait. Ça va être ça, le problème. Je le souhaite le plus fort. En tout cas, c'est une évidence pour moi aussi. Ça l'était pour mes associés il y a 3 ans. Et c'est ce qui nous a lancé. Nous, ce qui nous a fait le déclic, c'est qu'on avait vu l'avion, le Solar Impulse. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Bien sûr. Premier avion tout électrique qui avait fait, après 40 000 km de vol, le premier tour du monde tout en électrique. Bien sûr. Nous, ça a été un électrochoc. On s'est dit, on va construire notre appareil volant avec le rêve secret d'arriver sur le campus de son école dans la voiture volante qu'on a créée. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais on avait là quelque chose qui était un peu le fil conducteur de l'innovation finalement et qui nous a amené 3 ans plus tard à continuer ce projet et à avoir maintenant de beaux partenaires. Elon Musk, parce que forcément on y pense, hein. Dès qu'on part sur des projets comme ça, on y pense. Lui, il dit, moi je creuse des tunnels, c'est plus efficace. Parce qu'en fait, pour résoudre, il se pose la même question que toi, se pose la même question que... Voilà, il dit, non, moi c'est Boring Company, je creuse des tunnels, c'est plus efficace, il y aura plus de monde, c'est une vraie solution de rupture, etc. C'est vrai aussi. Je résous le problème, quoi, voilà, je veux résoudre le problème.
Il y a plusieurs alternatives. Alors après, lui, pour la voiture volante, il est assez intéressant comme exemple parce qu'il a quand même mis un coupé cabriolet en gravitation autour de la planète Terre. Donc il est peut-être même encore plus en avance sur nous. Mais c'est vrai que c'est une inspiration de voir des projets comme ça qui... D'ailleurs, tu vas me le confirmer, physicien. C'est-à-dire, ça m'avait fait marrer parce qu'il semble qu'il y a un autoradio qui joue Space Oddity dans cette voiture qu'il a mise en orbite. Sauf qu'il n'y a pas de son dans l'espace, c'est ça. Ouais, et voilà. Ouais, bah, bon, c'est pour la petite anecdote. C'est une petite anecdote. C'est l'échéance, tu as parlé des Jeux Olympiques ? Alors ça, c'est pas la nôtre, c'est l'échéance qui est la plus, on va dire, réelle aujourd'hui à Paris. C'est les premiers vols commerciaux à Paris 2024, oui. Paris est une ville historiquement un peu liée à l'aviation. Avec nous, on est notamment implanté sur la commune de Toussus-le-Noble et l'aérodrome de Toussus-le-Noble qui a vu les hangars Blériot et tous les pionniers de l'aéronautique qui sont là. Et ça nous tient à cœur de rester implanté dans cette région et de maintenir un peu cet esprit d'innovation dans l'aéronautique avec des designs absolument nouveaux aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui continuent d'apparaître. Quand on a commencé, on était moins de 70 dans le monde à faire ça. Et aujourd'hui, il y a plus de 300 projets, je crois. Il y a 300 équipes Oui, officiellement. comme toi qui sont en train de chercher. Voilà. Et pas des plus petits. Hein. On a ici Airbus et Boeing qui sont en face et qui développent des solutions annexes. Ouais, mais eux, grande entreprise, reporting, slide, PowerPoint, tout ça, machin. Ça peut prendre plus de temps. Ça va être compliqué pour eux. Non, mais je pensais au fameux Charles de Gaulle Express, là, qui visiblement ne verra jamais le jour. C'est intéressant d'ailleurs, hein, parce qu'il est, il est le nœud de toutes les tensions qu'il faut qu'à un moment, en fait, en essayant toujours de faire la même chose, on n'y arrive plus. Finalement, c'est ça. Charles de Gaulle Express contre RERB, etc. Le transport des riches contre le transport des pauvres. Enfin, l'ensemble de ce débat qui a été passionnant montre qu'en fait, on est au bout de quelque chose. Et tu apportes une réponse. De passer à quelque chose de nouveau. Ce serait incroyable quand même. Il y a beaucoup de défis encore à relever, mais on le verra. À commencer par l'environnement réglementaire quand même. Principalement. Parce que survoler Paris, c'est un défi. Tout à fait, mais après, on voit souvent, on prend souvent l'exemple de l'interdiction de vol au-dessus des villes, mais si on voit à quelle altitude on atterrit au-dessus d'Orly, on est au-dessus de certaines villes dans un engin qui fait 80 tonnes. Très facilement finalement. Mais les instances réglementaires ont vraiment pris le pas sur cette innovation et puis, mettent des cadres. Il y a de toute façon un sujet, alors là le Covid l'a un petit peu éteint, etc. et tout, mais il reviendra. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un problème avec l'hélicoptère. Il commence à y avoir de plus en plus un problème avec l'hélicoptère dans énormément de zones. L'hélicoptère fait trop de bruit, enfin c'est pas possible. Et donc il y a un sujet, et là aussi... une solution qui a apporté une réponse. En termes de sécurité. Et puis elle s'appellera CAPS, elle a un petit nom. CAPS, oui c'est une CAPS. C'est une CAPS. C'est une capsule aérienne pilotée par satellite. Et voilà, il faut oui, c'est ça, j'ai la question, il nous reste 30 secondes. Qui pilote ? Ah ben oui, bien sûr, j'ai oublié de poser cette question. Qui pilote ? C'est un système autonome. En fait, la capsule ne fait que des trajets préenregistrés d'un point A à point B, donc elle n'évolue jamais dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Et a une dimension sécuritaire supplémentaire parce que son poids ultra léger lui permet d'avoir un parachute pour tout l'aéronef. Donc en cas de catastrophe totale, il reste encore une marge de sécurité. Ouais, il y a quand même peut-être une petite barrière psychologique, tu as raison, avant qu'on monte dans le truc et que ça décolle tout seul et qu'on soit parfaitement zen. Notre approche là-dessus pour passer la barrière psychologique, c'est le sport aussi. En général, à chaque fois qu'il y a eu un changement de mobilité, on a vu les compétitions sportives faire énormément avancer les choses et on voit, nous on est dans l'écosystème, beaucoup de sociétés qui développent des VTOL pour une voiture volante de course pour créer la F1 des airs de demain. Et je pense que la démonstration de la technique à ce moment-là peut aider à convaincre. Paul Cassé, donc le PDG de CAPS, était notre invité sur Bismart. On continue nos aventures. Bismart. On repart les amis, on repart donc, je vous le disais, avec un entrepreneur, je sais pas, une entrepreneure ou une entrepreneuse, j'en sais rien, tiens, bon, enfin vous faites comme vous voulez, que je suis depuis donc Tania, ça fait 10 ans. C'est ça. Avec passion, je dois le dire, Tania, parce que tu racontes en fait une histoire d'innovation. Oui. Mais c'est pas, là on vient de voir les voitures volantes. Non, mais là c'est pas les voitures volantes, là. C'est l'innovation de tous les jours. Voilà. Oui. C'est ça qui est passionnant. Et cette innovation, c'est un combat, Tania. Ça fait 10 ans que tu te bats. Oui. Pour imposer, alors, ses chaussures et ses talons, c'est-à-dire qu'en gros, dis-le juste d'un mot, le pitch, c'est la possibilité... On peut marcher et on peut être resplendissant dans les mêmes chaussures, voilà. Avec un changement de talon. Voilà. Et donc ça, c'est un talon qui fait quelle hauteur ? 4 cm. 4 cm. Donc ça, c'est le talon exécutif, on va dire, pour travailler, pour marcher. J'ai arrivé dans ce talon. C'est le talon de marche. Voilà. Et puis celui-là, là, qui est magnifique. Hein. Voilà.
Et celui-là, il fait combien? 12? Il fait 9. 9. Oui, 12, c'est beaucoup. Non, Oui, ce que je dis. c'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Il fait 9. Et donc, tu as un système qui fait que tu peux le faire. On hein, appuie sur un bouton à l'intérieur de la chaussure, le talon se déclipse. Et il y a aujourd'hui 400 talons différents. Donc ça, c'est juste 2. Et on peut complètement customiser la chaussure. Donc, il y a des talons aiguilles, il y a des talons beaucoup plus fines, plus féminines. Mais moi, je marche beaucoup, donc j'aime les talons solides. Les progrès que tu as faits sont dingues parce que les premiers que j'avais vus, moi, il y a quelques années, il fallait quand même un tout petit peu de force. Il n'y avait pas le petit bouton à l'intérieur de la chaussure encore. Si, il... Ah non, il se clipsait non, et il parce qu'on s'enlevait. s'est rencontrés quand j'étais toujours en... Oui, c'est vrai. Ça démarrait tout juste. Ah non, mais en fait, depuis le moment qu'on s'est rencontrés, ça m'a mis 3 ans de plus pour commercialiser. Donc j'ai oublié qu'effectivement, vous n'avez jamais vu le produit final. Le premier des combats, quand on fait de l'innovation, c'est de convaincre. Oui. Et de convaincre ceux qui vont fabriquer, d'ailleurs, Tania. Ça a été ça, hein, ton premier combat. Convaincre les industriels. Oui. Et en fait, ça c'est dans la catégorie réussite. Avant, je t'ai vue comme une extraterrestre et on était limite contente de prendre mon argent, mais on ne respectait pas les délais, on ne respectait pas le produit. Mon premier corner, qui était à Printemps-Lyon, a reçu ses sandales les premiers jours du solde d'été. Donc la vendeuse pleurait tous les jours, mais j'ai Alors fait qu'elles auraient dû arriver bien avant, évidemment. j'ai Bah fait oui, une oui. corner pour après 5 mois, à peu près 5 mois, avec 17 paires de chaussures. Donc, oui, j'ai fait énormément de progrès parce qu'aujourd'hui, on peut parler de tous les problèmes de supply chain, Ouais. surtout avec la crise sanitaire. Donc, en fait, tout le secteur est impacté. Et en fait, pendant la fermeture, il faut presque pas le dire, pendant la dernière fermeture administrative qui était totale, l'usine a choisi de faire que ma marque. C'est-à-dire qu'il y avait une côté fierté associée avec mon produit. 10 ans après. Ouais. Donc, oui, aujourd'hui. Mais, Non, mais c'est magnifique. Voilà, sache c'est que ça. j'ai Voilà, acheté c'est une ça. usine. En 2016, j'ai acheté une usine parce que je ne pouvais plus supporter toutes les lacunes de qualité. Donc, j'ai acheté une usine à la barre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, après l'autre, mes clientes faisaient faillite. Donc, j'ai eu mon cliente qui était responsable pour 60% de mon chiffre d'affaires, qui a fait faillite à Cholet en 2017. Et ensuite, l'arrivée des Gilets jaunes. J'exagère pas. Mais bien sûr, vas-y. J'avais des commandes qui allaient de 110 000 € à 2 000 €. Donc, en fait, j'ai fermé... En fait, une des choses où je pense être la seule personne... Tout ce qu'on a décrit sur le commerce de détail, c'est-à-dire les grèves, les gilets jaunes, cette espèce de tempête parfaite, ça a commencé avec les grèves, puis il y a eu les gilets jaunes, puis il y a eu le Covid. Toi, à chaque fois, c'est des commandes, c'est des clients qui font faillite et c'est des commandes qui baissent. Si on est industriel, semaine après oui. semaine. Si on est industriel, oui. Si on est dans la France large, donc l'Hexagone, je pense que ça, c'est l'histoire. Si on est à Paris, c'est encore pire. Ouais. Je dirais que ma meilleure chiffre d'affaires depuis le début de la société, c'était l'année avant les attentats. Les attentats ils n'ont pas détruit le chiffre d'affaires, mais c'est là où j'ai commencé à voir que les gens ne venaient pas à la boutique ou pas comme ils venaient avant. Donc les attentats ont démarré le cycle parisien et je pense que le politique de voiture et de quartier à Paris change d'une façon non négligeable le retail à Paris. Donc aujourd'hui, une boutique comme la mienne, qui n'est pas une boutique de quartier, c'est une boutique où une fille de Saint-Germain-en-Laye viendra. C'est une fille où on rentre à Paris. Saint-Germain-en-Laye, c'est dans les Yvelines. Hein, Non, mais, voilà. ok, non, mais c'est ce je style comprends, de boutique. je comprends. Et aujourd'hui, puisque Paris est impraticable, les gens ne viennent pas. Donc, en fait, pour mon société, je dirais que c'est un tout petit peu plus dur que si je suis une marque nationale bien connue. Et le digital ? Et le digital, donc en fait, là, je suis vraiment sur mon dernier souffle. Donc, je suis purement digital. La raison que j'ai la sourire aujourd'hui, c'est que j'ai réussi, après une bataille horrible, de transférer de PrestaShop à Shopify. Donc, on est Shopify depuis hier soir.
Donc là, Donc ça, c'est le prestataire de service qui digitalise tes boutiques. Le prestataire de service, c'est moi, mais c'est la plateforme. C'est la Donc, plateforme, voilà, c'est la plateforme, tu as raison, c'est la plateforme sur Oui. laquelle ta boutique est digitalisée. C'est ça. Et en fait, si je regarde un chiffre d'affaires d'un mois normal, donc le mois de juillet, quand il y avait cet espoir qu'on ne serait pas reconfiné, mon chiffre d'affaires digital était 5 fois plus mon chiffre d'affaires boutique. Donc, j'y crois. Ou en toute façon, je crois pour une marque comme la mienne. Mais je ne suis pas le boucher du coin. Donc, je pense qu'en fait, ce que je dis est applicable à un certain nombre de business et pas tous. Mais toute la difficulté, c'est que ça reste 10 ans après très, très innovant, Tania. Et donc, la boutique, c'est aussi une manière de démontrer l'efficacité du talent. Ce qui est maintenant. Donc, en fait, quand j'ai démarré, j'étais vue comme quelqu'un qui était limite recevable. Donc, c'est quelque chose qui avait toujours une petite sourire. J'adore les mots en français que tu emploies. Alors, j'ai pas précisé que tu es canadienne, mais canadienne côté anglophone, on l'a tous compris, mais j'aime bien le limite recevable. Non, mais c'est vrai. En fait, il y a cette notion d'une petite pari. Et j'entendais souvent qu'on a vu mon business plan et que c'était rejeté. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a même pas 3 personnes dans toute Paris qui ont demandé de voir mon business plan. La réalité, c'est que j'étais rejetée avant plan. Donc, en fait, il y a ça d'un côté, mais de l'autre côté, je commence d'avoir des concurrents qui ne sont pas mauvais. Et ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je sais très bien que le capital risque parisienne est plutôt une capitale de suiveurs. Donc, une de mes concurrents qui est pas mal, mais pas aussi bon que moi. Français aussi? Silicon Valley, elle est déjà financée, elle a des millions. Et c'est parfait, parce que maintenant, le marché va commencer à se construire. Et j'espère toujours être là dans 1 ou 2 ans. Et je pense qu'à ce moment, quand il y aurait quelqu'un hors France qui aurait au moins eu un financement, que je serais financée aussi. C'est horrible à dire, mais c'est ma conviction intime. C'est ma conviction intime. Mais puis c'est comme ça que ça se passe. Je pense. C'est comme ça que c'est... Enfin, pardon de le dire de cette manière-là, mais c'est comme ça que c'est décrit dans les manuels d'économie. Tu sais, à chaque fois, alors, la grande idée, c'est que l'entrepreneur, il a besoin de ce qu'on appelle les imitateurs. Oui. Et si tu n'as pas d'imitateurs, tu ne peux pas évangéliser ton marché tout seul. C'est pas possible. Sans argent, on ne peut pas. Mais même pas sans argent, d'ailleurs. D'une manière générale, il faut que ce soit diffusé plus largement que ta propre entreprise. Je pense. Donc, en toute façon, je vois ça comme quelque chose de très positif. Je vois le fait qu'on est toujours vivante de très positif. L'usine est toujours là. L'usine est toujours là aussi. J'ai fermé l'usine. Ah, t'as fermé? Oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, en fait, vous connaissez les... En fait, je pense être la seule personne en France qui a fait l'ensemble des étapes d'un tribunal de commerce. J'ai fait création d'entreprise, rachat à la barre, médiation ad hoc, sauvegarde, fermeture d'entreprise. J'ai fait la totale. Maintenant, quand je débarque en tribunal de commerce, c'est parce que on attend Ils te connaissent? Limite, oui. Oui. Et tu as fermé l'usine il y a combien de temps Donc, l'usine, je l'ai fermée quand j'ai appris, parce que ça leur a mis un peu de temps d'avouer qu'ils ont quand même perdu 260 000 €. Donc, en fait, c'était une catastrophe, mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient le droit de bouger des petites sommes d'argent. Donc, ils bougeaient des petites sommes d'argent de Tenerife Paris à l'usine pour couvrir les pertes. Donc, heureusement, je me suis aperçue à un moment et j'ai fermé tout de suite. Pas tout de suite. J'ai cherché à le sauver. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec les 2 industriels en France qui produisent toujours de la chaussure. Ouais. Et en fait, ils étaient tous les 2 en crise. Je ne vais pas les citer. Ouais. Parce que ça... Mais non, mais on le sait de toute façon, hein, on l'a beaucoup raconté. Donc, ce n'était pas la peine. Ouais, et en fait, de faire une pivot, donc de produire autre chose, était certes possible d'un côté machine, mais pas d'un côté personnel. Ouais. Donc, non, c'était mieux de le fermer. Oui, et puis toi, tu vas pas diriger une usine non plus qui produit autre chose que... Enfin, si tu avais investi dans l'usine, c'est bien pour ta production, sinon... Oui, parce qu'à l'époque, je pensais vraiment que je réussirais d'avoir une marque qui prendrait ma marque en licence, ouais, et que si je contrôlais la qualité et la technologie, je dormirais mieux le soir. Donc, c'était l'idée. C'était l'idée de l'époque. Où est-ce que tu fabriques là maintenant? Où est-ce que ça va être fabriqué? Alors, pour l'instant, ce talon est fabriqué en France, mais c'est la dernière. Donc, en fait, à partir de la semaine prochaine, mes moules vont partir pour le Portugal, ouais, parce que
en fait, je ne vais pas citer la dernière usine, mais ils vont tellement mal que je ne vais pas attendre qu'on m'annonce que ça ferme. C'est mieux de juste prendre un peu d'avance pour que je souffre un peu moins cette fois-ci. Parce qu'en fait, mon usine de chaussures, c'est le 6e. C'est le 6e. 6e quoi? J'ai fait 6 usines de chaussures depuis 10 ans. Oui, voilà, c'est ça. C'est celle que tu possédais, c'est la 6e dans laquelle C'est-à-dire, on a ils font fabriqué. faillite tous les ans et demi. Donc, c'est juste mieux d'être au Portugal. Tu as toujours la même énergie 10 ans après, Tania? Il nous reste J'ai une quand grosse même minute. pris de l'âge. Est-ce que j'ai la même énergie? J'ai sans doute la même énergie, mais qui vient d'autres sources. Il y a 10 ans, j'étais très dans ce monde d'innovation, d'économie. Je pensais pouvoir compter. Aujourd'hui, j'écoute France Culture. Non, mais Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? ça veut dire que j'ai 50 ans. Ça fait depuis 95 que je suis en France. J'ai déjà eu le même débat stérile sur qu'est-ce qui est l'avenir du pays, qu'est-ce qu'on doit faire. En fait, on a eu les grèves de Chirac et Juppé, mais l'année dernière, c'est la chose qui change. Donc je me disais, tant que c'est moi qui change, donc que je connecte avec quelque chose française, mais d'une autre façon. Donc j'écoute France Culture, qui me donne une certaine pêche. Ben voilà, maintenant il y a Bismart, tu vois. C'est ça? Voilà, maintenant il y a Bismart pour Non, que j'étais- les entrepreneurs soient connectés à nouveau à quelque chose de français. Voilà, Tania. Hein, voilà, c'est ça l'idée. Bon, bonne route. Écoute, À merci. bientôt, hein, on Merci. prendra des nouvelles. Tania Heath, donc, alors ça s'appelle Tania Heath Paris, hein, si vous voulez aller Heath voir. Paris, Ouais, oui. ben voilà, c'est ça, tu le prononces beaucoup mieux que moi. Effectivement, survivre dans la tempête, c'était le sujet. Et on va terminer avec la dernière partie de Bismart, les amis. Et on termine donc, les amis, avec Eric Fourel, qui est le président d'EY. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Vous revenez nous voir, parce que vous étiez venu nous voir, oui c'est ça, il y a à peu près 6 mois. 6 mois, je crois, oui. Et EY allait lancer, et Bismart était très fier d'y être associé, et reste très fier d'y être associé. Votre concours Grand Prix annuel, d'entrepreneur. voilà, votre concours annuel du Grand Prix de l'entrepreneur. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Et donc, le Grand Prix repart. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce qu'il y a... Alors, au-delà... Non, d'abord, à la limite, la première question sur... Alors, ensemble, on est évidemment convaincus de la puissance de la destruction créatrice. Mais est-ce qu'il y a dans le rôle de l'entrepreneur quelque chose de particulier qui peut être lié à cette période, Eric, à votre avis? Le rôle de l'entrepreneur, c'est d'abord de créer de la croissance, c'est d'abord de créer des richesses. Et ça existait de tout temps. Mais oui, vous avez raison Stéphane, la période actuelle nous montre qu'au fond, les attentes vis-à-vis des entrepreneurs, elles vont bien au-delà de la croissance des richesses. Elles sont sur l'engagement sociétal. Bon, ça a été dit et redit, mais c'est un des enseignements absolument déterminants de la période qu'on vient de traverser. Les entrepreneurs ont été sur tous les fronts, sur le front sanitaire, sur le front évidemment de la défense de leur business model, de l'adaptation de leur business model. Il a fallu faire preuve d'une agilité absolument inouïe pour pouvoir faire face à cette vague tout à fait inattendue, cette récession incroyable qui en a résulté. Et puis aujourd'hui, les entrepreneurs sont aussi mis à contribution sur le front de la transition climatique. Donc on voit que c'est... Voilà, Alors peut-être qu'on en avait déjà parlé ensemble, mais c'est un des sujets, moi, qui me perturbe. C'est ce que j'appelle, moi, la confusion des agendas. Parce que vous avez dit, en fait, responsabilité sociétale, et on met tout là-dedans. Et on dit aux patrons, aux entrepreneurs, aux patrons, les gars, débrouillez-vous. Pardon, mais certaines de ces injonctions peuvent être contradictoires. En tout cas, elles ne sont pas faciles à concilier. Elles sont pas toujours faciles à concilier. Elles ne sont pas toujours faciles à concilier. Effectivement, entre l'obligation de croissance, l'obligation d'être au rendez-vous des résultats de l'année. Croissance climatique. Parfois, c'est orthogonal. Mais oui, sur le long terme, ça ne le sera pas.
C'est votre conviction. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on est avec un tel niveau d'exigence vis-à-vis de cette transition climatique, avec une telle urgence vis-à-vis de l'avenir de la planète, que de toute façon, on peut, et on le voit d'ores et déjà, les consommateurs, les salariés ne s'identifient véritablement dans l'entreprise, qu'elle soit leur fournisseur ou qu'elle soit leur employeur, que si elle est en adéquation avec cet enjeu autour de la transition climatique. En tout cas, c'est très vrai en Occident et en Europe en particulier. Et donc, c'est devenu une exigence incontournable pour les entrepreneurs, au même titre que de devoir effectivement délivrer les résultats qui sont attendus à la fin de l'année. Mais vous avez raison, voilà, il faut pouvoir arbitrer entre tout ce qui doit être fait pour voilà, avoir le résultat attendu à la fin de l'année et pouvoir répondre aux impératifs financiers, parce que c'est une condition de survie de l'entreprise, c'est une condition de reconnaissance par les marchés financiers lorsqu'elles sont cotées, mais par l'ensemble des acteurs économiques de manière plus générale. Et puis à côté de ça, il y a cette nécessité de devoir investir sur le long terme, et investir sur le long terme, ça passe aujourd'hui nécessairement par la prise en compte de l'enjeu environnemental, parce que les investissements verts qui sont faits aujourd'hui seront ceux qui produiront demain les produits, les services qui sont attendus par les consommateurs, et les consommateurs feront le choix et sélectionneront les entreprises qui répondent à ces exigences. Donc, Éric, tout ça, c'est le marché. Je pose la question, mais alors vraiment, vous pouvez sortir votre joker, parce que je ne sais pas si Danone est votre client ou pas. Danone est un client d'EY. Donc vous ne pouvez pas dire un mot sur Danone. Le fait que évidemment, la première entreprise à mission du CAC 40 soit confrontée à ces, on va appeler ça, soubresauts actionnariaux, je trouve que c'est quand même très intéressant. Voilà, donc on a eu la conclusion, peut-être temporaire, mais en tout cas la conclusion hier. Donc Emmanuel Faber n'est plus directeur général, il reste président, et un directeur général va être nommé. C'est la première entreprise à mission du CAC 40. Voilà. Effectivement. Ce n'est pas la première entreprise à mission en France. Non, mais c'est la première du CAC 40. Voilà, c'est la première du CAC 40. Et ça vous inspire un commentaire, ça m'inspire... Enfin, effectivement, je n'ai pas envie de commenter le cas particulier un cas particulier qui plus est d'un client, mais effectivement, je vous dirais par rapport à l'ensemble des choses qui sont sur la place publique, le commentaire que ça inspire, c'est précisément qu'il y a parfois une rencontre difficile, une conciliation difficile entre les exigences court-termistes de quelques fonds d'investissement qui représentent une quote-part. En disant court-termiste, vous allez m'obliger à rentrer dans le dossier, parce que je ne les trouve pas très court-termistes, justement, les deux fonds d'investissement qu'on a entendu s'exprimer très largement. Oui. Ils regardent la performance sur 10 ou 15 ans quand même. Hein. Où il la juge surtout sur le décalage qu'il y a actuellement par rapport à les concurrents directs. Mais on ne va pas aller plus loin sur ce dossier en particulier. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est qu'au fond, ce débat autour du juste équilibre entre la gouvernance de long terme, l'engagement pour la valeur vis-à-vis du long terme et par ailleurs les contraintes financières, il déborde très largement le cadre de telle ou telle entreprise en particulier. Il est aujourd'hui porté par la Commission européenne. On entame une révision de la Shareholders' Rights Directive et donc il va y avoir tout un débat autour de comment est-ce que la gouvernance des entreprises doit s'adapter pour pouvoir répondre à cet enjeu entre court-termisme et long-termisme, prise en compte de la valeur à long terme, mais aussi réponse à des exigences de croissance immédiate, qui sont encore une fois une condition sine qua non pour que l'entreprise puisse perdurer et avancer. Et on le retrouve aussi sur le terrain de la directive en termes de reporting extra-financier. Tout à fait. Qui va faire l'objet aussi d'une révision, qui fait l'objet d'un débat difficile entre les influences anglo-saxonnes et les influences européennes autour de quels sont les critères qui doivent être pris en compte pour mesurer de la bonne manière ces enjeux. Il y a un enjeu de souveraineté là-dessus ? Il y a un enjeu de vision. Il y a un enjeu de vision de ce que doit être le capitalisme de demain. Et est-ce qu'il y a une vraie fracture entre l'Europe et les États-Unis, là ? Je ne parlerai pas de fracture, je parlerai de point de vue dont le focus diffère. Donc ce n'est pas une confrontation.
en tant que telle, mais c'est une vision anglo-saxonne où, en fait, la valeur de long terme, aujourd'hui, elle est reconnue, ce qui est tout de même déjà une excellente chose, et l'obligation de répondre à des enjeux de performance extra-financière, elle est reconnue aussi dans le mode anglo-saxon, mais elle est très tournée vers la prise en compte et la mesure à l'intérieur de l'entreprise de ces enjeux. Alors que la vision européenne est une vision beaucoup plus universaliste, avec la prise en compte aussi de l'impact pour les parties prenantes et donc la mesure de quelle influence j'ai indirectement sur mes parties prenantes dans ma politique de transition, de gestion de la transition climatique. Donc c'est une vision entre un capitalisme qui est un capitalisme plus égocentré, version anglo-saxonne, qui en fait et un capitalisme plus universaliste qu'est la vision européenne. Et donc ça veut dire à l'anglo-saxon, il faudra l'anglo-saxon... que les deux se concordent, parce que les entreprises ne pourront pas vivre demain avec des obligations de reporting aux États-Unis, des obligations de reporting en Europe, devoir rendre des comptes à des financeurs américains qui vont obéir à tel standard, et puis rendre des comptes à des opérateurs en Europe ou des régulateurs en Europe qui auront une vision différente des choses. Donc voilà, ça va prendre du temps. Quand on dit ça, Eric, c'est souvent l'Amérique qui gagne quand même. Quand on dit il va falloir... Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vais vous donner un exemple très concret où les États-Unis n'ont pas gagné. C'est le RGPD. La défense des données personnelles et la vision européenne de ce que doit être le droit de tout un chacun à corriger ces données, à connaître l'usage qui en est fait, à pouvoir le bannir ou l'orienter différemment, c'est une vision qui s'est imposée aux anglo-saxons. Et tous les opérateurs des GAFA sont obligés, au moins pour ce qui est de leurs clients européens, de s'adapter au RGPD. Et le RGPD est en train de faire des émules partout dans le monde. Donc il y a bien un exemple qu'à partir du moment où le standard, où la norme correspond en fait à un enjeu qui transcende les intérêts égoïstes pour répondre à un intérêt qui est un intérêt du bien commun, il n'y a pas de raison que la vision de tel ou tel continent, et la vision européenne au cas particulier, soit moins performante, ne réussissent pas à s'imposer parmi tous les différents standards. Mais quand même, et laissons de côté Danone, mais la morale de cette histoire, moi, que je trouve très intéressante, c'est que on aurait pu croire à un moment qu'un certain nombre de statuts ou d'engagements étaient des protections pour les dirigeants. Bon ben voilà, la réponse c'est non. La réponse c'est pas parce que vous serez abrité d'une certaine manière derrière une série de statuts et d'engagements que vous en serez quitte pour votre gestion de l'entreprise. Je ne crois pas, Stéphane, si vous me permettez, que voilà, tout ce qui a voulu être réalisé derrière la loi Pacte et derrière le statut d'engagement de société à mission ait été vu comme une protection. Vous avez raison. Pas du tout. Voilà, la loi Pacte... Personnellement, j'en avais des doutes. Je comprends qu'on puisse avoir des doutes et je comprends qu'on puisse effectivement se dire, au fond, est-ce que l'engagement sociétal, c'est pas le paravent et la bonne excuse pour la non-performance ? Non. L'engagement sociétal, en particulier dans cette construction à la française dont on a plein de raisons d'être extrêmement fiers et qui se retrouve dans cette loi de 2019, donc avant Covid, qu'est la loi Pacte, est une vision particulièrement intelligente. Elle est intelligente, pourquoi ? Parce qu'elle est graduée par rapport à ce que les entreprises peuvent ou veulent faire. Une obligation pour tous, prendre en compte l'intérêt des parties prenantes. Et puis ensuite, une possibilité de définir sa raison d'être, qui est un pas de plus. Et puis enfin, un engagement suprême qui est de devenir une entreprise à mission, où là, effectivement, on est obligé de mettre en place un certain nombre de processus internes et de corps internes, avec des représentations externes qui vont venir mesurer et juger de la bonne tenue des objectifs en matière d'engagement sociétal. Donc, elle est graduée par rapport à ce qu'est la volonté des entreprises et elle est ensuite placée sur le terrain de l'option, sur le terrain du choix et pas sur le terrain de l'obligation. Ce qui fait qu'au fond, les entreprises peuvent y aller étape par étape, donc ça rejoint évidemment la gradation, mais surtout ça rejoint une philosophie qui est une philosophie libérale de ce qu'est l'engagement et pas une philosophie imposée de l'extérieur avec des normes objectives, des
des règles incontournables qui sont en général vécues comme des pesanteurs par l'entreprise. Et ce même débat, on va le retrouver là tout de suite dans le cadre de la révision de la directive sur les shareholders' rights, puisque tout le sujet autour de la gouvernance, est-ce que la gouvernance en matière de transition environnementale, en termes de prise en compte des intérêts des parties prenantes que les entreprises doivent mettre en place, est-ce qu'elle peut résulter d'une autorégulation ou est-ce qu'elle doit être imposée à travers un carcan de règles nouvelles qui sera issu du processus législatif européen? C'est toute la question qui est en train de se jouer. Et personnellement, je préfère la première. Je crois beaucoup plus dans la capacité des entreprises à s'autoréguler par rapport à un rythme qu'elles définissent au regard de ce que sont leurs parties prenantes à elles, celles qu'elles ont sur le terrain, c'est-à-dire... Parce qu'il y a une très forte pression, comme vous l'avez très bien dit, de ces parties prenantes. Oui. Consommateurs, actionnaires, financiers, etc. Oui. Responsables politiques, enfin voilà. L'écosystème dans lequel les entreprises évoluent. Et cet écosystème dans lequel les entreprises évoluent, il est lui-même évolutif. Et il est lui-même en correspondance avec ce qui fait la vie économique d'un pays. Alors que si vous êtes dans une vision qui est une vision purement régulatrice des choses, vous êtes nécessairement en décalage avec la réalité. Moi, je vois un truc. Donc moi, je plaide pour est l'autorégulation. On est au bout de cet entretien. Déjà Si. Ça fait un quart d'heure qu'on discute. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Et je constate un truc, c'est que vous êtes à fond sur le sujet. C'est-à-dire que s'il y a une priorité, et EY c'est EY, donc voilà, c'est quand même l'un des poids lourds de la régulation du capitalisme mondial, je vais le dire comme ça. S'il y a une priorité pour vous aujourd'hui, c'est celle-là. Voilà. Et je pense que rien que ça dit énormément de choses. Réponse brève. Nous, évidemment que le sujet est central pour nous. Il est central, non pas parce que nous sommes là pour réguler ou influer sur le capitalisme international. Non, parce que, encore une fois, l'acte de transformation sociétale, il est devenu incontournable au plan économique. Et nous, notre raison d'être, c'est justement de contribuer à un équilibre du monde économique et du monde professionnel plus meilleur, plus en phase avec ce qu'est la réalité de la société dans laquelle on vit. Et c'est donc tout naturellement que, voilà, EY, c'est le cabinet leader de la transformation sociétale, le cabinet leader de la transformation de long terme, Oui, alors, le cabinet leader de la performance durable. Une ouverture pour que vous puissiez nous vendre votre plaquette de raison d'être. Si, vous m'y avez invité, Stéphane. Non, Eric, merci en tout cas. Non, mais c'était très, très, très intéressant. Appris des tas de choses. Et de toute façon, on aura l'occasion de se reparler du prix de l'entrepreneur, puisqu'on suivra ça. Donc, on est associés dans cette aventure et on suivra ça évidemment très largement. Les amis, c'était Bismart et on se retrouve demain. Merci, Stéphane.